Aujourd'hui, je vais te parler de comment sortir de sa zone de confort. Vous commencez à me connaître, j'aime l'aventure, j'aime le dépassement de soi et on est là pour parler de ça aujourd'hui. Et plus précisément d'un pays des steppes qui a créé le plus grand empire continental de l'histoire. J'ai nommé la Mongolie. Alors oui, ce voyage, je l'ai fait tout seul et c'était pour sortir de ma zone de confort. Alors, le fait de voyager tout seul ne m'a pas vraiment sorti de ma zone de confort, hein, ça j'en suis plutôt habitué. C'était plutôt ce que j'ai fait là-bas en Mongolie. Pour les plus avertis d'entre vous, vous commencez à voir venir l'histoire. Pour les autres, restez bien jusqu'à la fin, vous allez tout savoir. D'abord, je suis arrivé à la capitale qui se nomme Ulaanbaatar, donc une capitale comme une autre. Je me rappelle très bien, j'étais arrivé hors saison, donc la période un petit peu froide, j'étais au mois d'octobre comme ça, dans l'idée de me dire que l'activité que je voulais faire là-bas allait me coûter moins cher. Mesdames et messieurs, il est temps de parler de cette activité qui était tout simplement une balade à cheval. Attention, alors pas la petite balade en mode on vous tient le cheval et puis vous allez là, hop, vous balader en ville ou comme ça. Non, non, ou le petit bord de la plage, comme on peut voir des fois en vacances. Non, non, pas du tout. Moi, je vous parle de parcourir les steppes à cheval, ok, tout seul avec son propre cheval. Eh ben, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de limiter les prix? Alors, croyez-moi, ça n'a pas trop marché. Je pensais que ça allait marcher, mais je le dis aussi quand mes idées ne marchent pas. Et vous auriez pu, enfin, j'aurais pu plutôt réserver ça directement via Internet. Je dis vous parce que je me mets toujours à votre place et je me dis toujours, bah, si quelqu'un écoute ce podcast dans le but de partir en Mongolie et qui cherche à organiser, bah, je me mets un peu à sa place. C'est pour ça que je vous dis vous, mais en fait, je vais parler pour moi, mais prenez de mon expérience parce que croyez-moi, ça va vous être utile. Si vous décidez de partir faire un voyage en Mongolie et une escapade à cheval comme je l'ai fait, donc moi je l'ai vraiment fait à la dure, c'est-à-dire que je suis parti, j'étais tout seul avec des locaux et j'ai dormi dans des yourtes et pas des yourtes touristiques où là on vous fait à manger des petits plats diversifiés, tout ça, non, non, des yourtes où je mangeais exclusivement du mouton, au déjeuner, enfin, pardon, je vais m'adapter à la francophonie, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Donc voilà, pour les Suisses, au souper. Donc voilà, évidemment, quand vous mangez autant de moutons, je ne vous parle pas de brebis, je vous parle de moutons, c'est bien plus fort en goût et en odeur, et ben ça peut un peu surprendre si on n'est pas habitué. Bon, je vous dis très clairement, la plupart des gens, ils partent en groupe, ils partent avec d'autres touristes, et puis ils partent avec des plats diversifiés, comme je l'ai un petit peu dit précédemment, avec plus de végétaux, etc. Moi, je voulais vraiment l'expérience authentique, hein. Je me suis vraiment retrouvé au milieu des Mongols. Le soir, c'était hyper sympa, je comprenais que dalle quand ils parlaient tous entre eux. Il y avait un petit peu mon guide qui parlait un peu anglais, mais quand j'ai demandé des trucs un peu trop techniques, il répondait soit à côté, soit il comprenait pas. Après, la faute à moi aussi, j'ai pris un guide, enfin, de la dernière minute, parce que franchement, j'ai commencé à faire toutes les agences à Ulaanbaatar, et puis les agences donc pour aller faire du horse riding, comme ils disent, justement la balade à cheval à travers les steppes. Et puis, je voulais vraiment être isolé du monde. Je voulais pas me retrouver dans des trucs avec d'autres touristes à côté de moi et tout ça. Donc, c'était vraiment un souhait. Alors, bien évidemment, quand on n'organise rien en amont, il faut tout aller chercher sur place. Et après avoir fait plusieurs agences et comparer les prix, essayer de négocier un petit peu. Parce que j'étais hors saison, on m'a clairement dit que c'était plutôt l'inverse. Parce que j'étais hors saison, il fallait faire venir un guide que pour moi, qu'il fallait plutôt relancer les familles qui accueillaient justement des touristes en temps normal et leur dire que voilà, il y avait une personne qui voulait venir, et puis que surtout, vu que je me prenais un peu à la der, il fallait organiser ça très rapidement. Donc ils pouvaient me faire, le meilleur prix qu'ils pouvaient me faire, c'était le prix normal. Donc bon, bah voilà, j'ai pas pu négocier beaucoup plus, et c'est vrai que je me suis dit, autant des fois cette stratégie est payante, hein, parce que vous allez sur place, vous évitez les intermédiaires qui se prennent une commission et tout ça, autant cette fois-ci, elle ne l'a pas été du tout, je vous le dis très clairement. Réservez autant à l'avance, ça peut valoir vraiment le coup. D'ailleurs, je vous mettrai, parce que je n'ai pas fait de vlog là-bas, j'ai vraiment profité à fond pour moi, je vous mettrai en description si vous regardez sur YouTube ou même sur les autres plateformes où vous pouvez avoir la description, donc le lien directement de l'agence avec laquelle je suis parti, car j'ai été très content de cette agence. Et ça, vraiment, c'est une agence qui peut aussi vous booker un truc authentique, comme moi je l'ai fait, ou alors un truc un peu plus touristique, où là, vous serez accompagné avec des personnes, vous allez manger des plats un peu plus équilibrés que ce que je l'ai fait, et puis surtout, vous allez avoir une alimentation un peu plus à l'européenne. Alors, faut peut-être vous préciser ici que je suis monté 3 fois à cheval dans
toute ma petite vie. Incroyable, hein, 3 fois à cheval. Donc honnêtement vous dire que c'était des balades. Une fois j'étais en Nouvelle-Zélande et 2 fois j'étais dans mon pays. Et là du coup, bah, j'ai déjà fait du galop, j'ai déjà fait du trot, mais toujours assez laborieux. Mais là, j'avais pas trop le choix d'apprendre rapidement. J'étais allé faire une petite balade avec ma sœur qui elle est très forte d'ailleurs en équitation. Et si vous n'avez pas vu l'épisode où elle parle de son voyage, donc son voyage western aux États-Unis, je vous invite à aller le voir. Il est par ici en haut, il s'affiche maintenant si vous êtes sur YouTube. Et si ce n'est pas le cas, bah, n'hésitez pas à aller le voir. C'est le deuxième, troisième épisode de ce podcast si vous êtes sur une autre plateforme. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Alors on pourrait se dire que 3 fois ça suffit, mais quand c'est 3 fois 1 heure, ça ne suffit pas vraiment beaucoup. Enfin ouais. 3 fois 1 heure environ, ça ne suffit pas vraiment. Et puis, il m'a fallu apprendre très rapidement parce qu'une fois que je suis arrivé là-bas, ben oui, on m'attendait évidemment, mais moi je voulais surtout voir les steps. Donc je me suis dit aussi, il faut te mettre un petit coup de pied aux fesses pour apprendre à faire du cheval le plus rapidement possible et pouvoir galoper au moins sur de bonnes distances pour pouvoir un petit peu voir les différentes choses que je voulais voir. Partons sans plus attendre dans ces steps. Donc on s'y est rendu, donc je dis on parce que j'ai retrouvé mon guide à Ulaanbaatar. Donc j'avais quelqu'un avec moi là-bas, j'ai décidé de ne pas partir tout seul et de ne pas acheter un cheval là-bas. Ça aurait été bien trop compliqué, j'avais que 2 semaines. J'avais que 2 semaines pour ce voyage et ça aurait été bien trop compliqué d'acheter un cheval, de le revendre après. Après, il y a des loups, il y a des ours dans les steppes, donc c'est possible, hein, mais c'était vraiment pas le projet. Moi, je voulais quand même un truc authentique, tout en ayant bah, une certaine sécurité. Hein. Je voulais pas partir tout seul à la one again comme je l'ai déjà fait dans certains autres voyages. Là, cette fois-ci, c'était vraiment histoire de vivre une aventure encadré tout de même. Je vous épargne les détails sur les plusieurs heures de car qu'il nous a fallu pour atteindre environ le centre du pays et les steppes. Ensuite, on a passé la première nuit avec les nomades qui allaient un petit peu m'envoyer dans les différentes familles autour du village dans lequel ils étaient. Alors après avoir fait toutes ces heures de car, on est arrivé là-bas et premier repas. Et là, on m'avait averti, hein, on m'avait demandé est-ce que je mangeais de tout. Il faut savoir que je mange de tout sauf les abats, donc tout ce qui est foie, cœur, etc. Ça, c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Tout ce qui est sang aussi, le boudin, etc. C'est vraiment pas des trucs que j'apprécie particulièrement, il faut le dire. Et bah là, bah, qu'est-ce qui s'est passé le premier soir que j'arrive là-bas? Une bassine comme ça grande, donc vraiment grande, comme une largeur d'épaule, on va dire, pour ceux qui nous écoutent, et bien avec plein d'abats dedans, posés comme ça, même le sol, où il y avait 4-5 Mongols qui mangeaient dedans, avec leurs couteaux, chacun, ils découpaient là-dedans, et puis ils mangeaient. Puis après, évidemment, ils ont fini par m'en tendre. Alors je vous dis que quand j'ai vu ça, j'étais là, heureusement, je n'ai pas l'estomac trop fragile, mais quand ils m'en ont tendu, que je me suis dit l'odeur, le décor et en plus de ça, manger ça, pour moi c'était trop. Mais je l'ai mangé quand même. Je l'ai mangé quand même, alors voilà, évidemment, j'ai pas fait un festin hein, ce soir-là. Et après, évidemment, ils m'ont quand même donné un petit peu de mouton à côté parce qu'ils ont vu que j'ai rien mangé. Donc voilà, ils avaient quand même prévu une petite soupe avec une espèce de soupe au riz avec quelques morceaux de viande de mouton dedans. Seconde petite anecdote, quand je suis arrivé là-bas, il y avait un cadavre de mouton posé tout simplement sur la table où je mangeais, donc en face de moi. Quand je mangeais, j'avais un cadavre de mouton. Donc évidemment, c'était pas un cadavre dégueulasse ou quoi, mais c'était un cadavre qui venait d'abattre. Hein, donc voilà, ils abattent leurs propres bêtes et puis c'est eux qui les préparent et tout. Ils font des gros morceaux de viande qui après ils déposent dans leur congèle. Enfin, s'ils en ont un pour les plus fortunés, sinon ils entreposent ça dans des coins froids, des grottes, à proximité des cours d'eau, enfin bref, voilà. Début de l'hiver, souvent ils abattent, surtout quand il y a des invités un peu comme moi là, donc des touristes on va dire, surtout quand il y a des touristes qui viennent, ils abattent un mouton pour pouvoir avoir assez de nourriture pour toute la semaine. Pour cette famille, on y reviendra par la suite de notre histoire parce que évidemment, je n'ai fait qu'une nuit chez eux et après je suis parti direction les steppes. De nouveau, le lendemain, on se réveille, on prend la voiture et on part jusqu'à une rivière où on s'arrête. Et puis là, je vois une petite yourte au loin. Et tout d'un coup, un homme qui en sort, qui prend 2 chevaux avec lui et qui monte sur un troisième et qui traverse la rivière avec les chevaux pour venir nous chercher. Ensuite, on monte sur ces chevaux, donc le cheval que je monte cette fois-ci sera le mien pour toute la suite de ma petite expédition. Et puis là, on va retraverser la rivière et à partir de ce moment-là, mesdames et messieurs, c'est fini pour moi la civilisation. Très peu de réseau, voire plus du tout de réseau. Hein, donc honnêtement, les seuls moments où j'avais du réseau, j'essayais de vite envoyer des nouvelles à ma famille, pas qu'ils s'inquiètent. Et puis surtout, la belle vie. La belle vie. Franchement, j'ai adoré ces quelques jours que j'ai fait là-bas. J'ai fait une semaine, environ une semaine et demie. Quand on est arrivé dans cette yourte, donc c'était très sommaire, évidemment, il y avait quelques couchettes
les lits s'étaient posés sur des planches en bois, donc vraiment, c'était voilà. Mais c'est comme ça qu'ils vivent et étonnamment, j'ai très, très bien dormi là-bas, hein, très honnêtement. Après, on avait des journées qui étaient pas très remplies, mais c'était très intense. Surtout pour moi qui devais tout apprendre avec le cheval. Quand on allait repousser les troupeaux d'yak contre la yourte chaque soir, parce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'il y a des loups et des ours, et ils peuvent s'attaquer à des bêtes qui seraient isolées, ou même les ours pourraient même s'attaquer aux troupeaux, hein, très honnêtement. Donc ils rapportent tous ces animaux en fin de journée avec les chevaux, donc on part dans les champs avec les chevaux, et on va repousser tous ces yaks contre les yourtes tout simplement, hein, afin de pouvoir les avoir à proximité des chiens de garde et à proximité aussi de l'être humain. Je sais pas, j'ai pas vu d'armes là-bas à proprement dit, mais je pense quand même que les Mongols qui habitent dans ces yourtes ont de quoi se défendre. En tout cas, il y avait les chiens de garde, je vous promets, vous n'aviez pas envie de les embêter. Donc après, on avait un espèce de petit rituel un petit peu tous les soirs, il fallait les repousser, le troupeau, aller le chercher dans les vallées, les différentes vallées qui entouraient la yourte et tout ça. Puis moi j'avais un autre petit rituel tous les soirs, j'allais me rincer le visage, un petit peu les avant-bras et tout ça, parce que oui, il n'y a pas de douche là-bas, mesdames et messieurs, il n'y a pas de toilette non plus, hein. Et vous êtes dans les steppes, donc il n'y a pas d'arbres la plupart du temps, c'est plat. Donc pour nous les hommes, ça va encore, mais quand vous devez faire la grosse commission, ou alors si vous êtes une femme, c'est un peu plus galère, faut marcher un peu plus pour pas qu'on vous voit cul nu, hein, disons-le très clairement, en train de faire vos besoins. Donc voilà, il fallait un petit peu marcher si vous aviez besoin de faire vos besoins, si vous étiez une femme, ou si vous étiez un homme pour faire la grosse commission. Je vous fais pas de dessin. Et sinon, pour la rivière, moi j'allais toujours me rincer un peu, juste histoire d'avoir les avant-bras qui collent pas trop, etc. Et puis surtout le visage hein, aussi, hein, parce que voilà, on est quand même toute la journée dehors. C'est pas spécialement dérangeant de pas prendre de douche pendant une semaine, je sais, ça peut paraître un peu crade de dire ça, mais c'est surtout qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, et puis ça fait partie de l'expérience. Et j'ai déjà senti des odeurs plus fortes en ville que toutes les odeurs que j'ai senties durant ce voyage, et croyez-moi, j'en ai senti. Déjà rien qu'au niveau de l'hygiène, des fois, ça me faisait beaucoup marrer, parce qu'on réutilisait l'eau, en fait, avec laquelle ils avaient cuisiné la veille pour rincer certains plats ou pour laver certains plats même des fois, parce qu'évidemment l'eau est une denrée rare, il n'y a pas de robinet, c'était donc la femme qui allait chercher l'eau au bord de la rivière pendant que les hommes ramenaient les troupeaux, etc. Pendant ces fameuses sorties où j'allais me rincer et tout ça, un soir j'ai décidé d'aller marcher un petit coup, parce que j'avais envie de sortir, vous savez, mis à part chasser le troupeau et aller se balader un petit peu la journée. Après le soir c'était un peu longuet, on regardait les femmes qui faisaient de la cuisine et tout ça, et puis attention, il fallait pas s'y mêler, les hommes ils buvaient de la vodka ou alors ils attendaient comme ça en discutant, etc. Alors j'essayais de boire le moins de vodka possible, et puis le problème c'est que c'est des pays qui sont très accueillants, donc si vous êtes un homme, vous devez boire en gros, c'est un peu ça qu'on m'a fait comprendre, comme au Kazakhstan en fin de compte. Et la différence entre mon voyage au Kazakhstan et le voyage que je faisais actuellement en Mongolie, c'est qu'au Kazakhstan, eh bien je buvais encore, là je bois quasi plus aujourd'hui, donc c'était vraiment pas l'objectif de se mettre une quille au milieu de ces steppes, donc j'ai décidé de partir un soir, marcher tout simplement, et puis ils ont pensé que je m'étais perdu, et ils m'ont envoyé donc mon guide qui est revenu avec une petite moto me chercher, alors que je m'étais pas du tout perdu, hein, j'avais juste pris du plaisir à me balader le long de la rivière, à regarder un peu ces steppes. Alors oui, c'est plat, il n'y a pas énorme à regarder, mais de passer dans ces immenses étendues, c'était vraiment quelque chose qui, une fois de plus, me plaisait beaucoup, hein. Moi, je me satisfais de pas grand-chose, et les grandes étendues, c'est quelque chose qui me vend du rêve. Bref, c'était un petit peu une sorte de phare est, voilà, et pas phare ouest, hein, parce que là, on était dans l'est. Donc, évidemment, c'est très particulier, et c'était quelque chose que j'ai adoré faire. Alors, si on est venu me chercher, c'est pas juste parce que, voilà, on pensait que je m'étais perdu, mais c'est aussi parce qu'il y a des loups et des ours, comme je vous l'ai dit précédemment. Et puis, qu'à la tombée de la nuit, ils viennent rôder autour des habitations, ils viennent rôder autour des troupeaux, et là j'étais loin de tout ça, donc j'aurais pu aussi me faire attaquer. Alors des loups, mis à part s'ils sont affamés, normalement il n'y a pas trop de risque pour l'être humain adulte. Après un ours, il y a eu des histoires qui m'ont raconté comme quoi un ours était capable de tuer des familles complètes qui étaient en train de dormir dans une yourte, parce que les yourtes, faut s'imaginer que c'est de la toile avec des espèces de petits avec des espèces de, allez, je ne sais pas comment qualifier ça, pas des bouts de bois, mais en gros avec du bois pour tenir les parois. Donc un ours, ça fout un coup de patte, c'est dedans, ok? Si la famille elle n'est pas réveillée, si elle n'est pas armée, si elle n'a pas un chien de garde, c'est ciao, c'est fini. Après, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en ma bonne étoile, donc j'avais plutôt confiance, et puis surtout je voyais s'il y avait des choses qui bougeaient dans le noir. J'avais même pris ma lampe frontale au cas où, donc vraiment, vu que la nuit tombait, il est venu me chercher et il m'a ramené à la yourte, et ensuite on a mangé, et voilà.
Ensuite, on fera une dernière sortie, donc on aura fait plusieurs sorties à cheval. Après, on ira voir plusieurs points de vue également. Et la dernière sortie se fera en partie à cheval, en partie à pied, c'est-à-dire qu'on ira jusqu'à la lisière d'une grande forêt, on ira à pied jusqu'au sommet d'un rocher où il y avait un temple qui trônait fièrement. Et là, donc, on a fait la petite prière mongole, etc. Donc, on a tourné autour du tas de cailloux. Excusez-moi, je n'ai pas les termes techniques et je ne suis pas ultra calé en religion. Moi, mon truc, c'est plutôt l'histoire et les voyages. Donc, voilà. Donc, si vous avez le nom de ces petits tas de pierres que les Mongols utilisent pour prier, merci de le mettre dans les commentaires si vous avez un espace commentaire où vous écoutez ce podcast, afin d'apporter de la connaissance à tout le monde. Alors croyez-le ou non, mais les selles mongoles sont réputées pour leur dureté. Je m'explique, c'est des selles en bois, voilà. Point barre, hein. Au pire il y a une petite tapisserie dessus, enfin au mieux plutôt, mais heureusement pour les touristes comme moi, ils prévoient la selle plutôt américaine en cuir, donc ça reste tape-cul, hein. Je vous dis honnêtement, le deuxième jour, vous pouvez vous foutre de moi, hein. Certainement même ceux qui font de l'équitation vont comprendre ce que c'est. Le deuxième jour, j'ai carrément pris, j'avais pris le coussin, le petit coussin qu'on vous donne là en classe économique dans les avions, je l'avais pris, et quelle bonne idée de l'avoir pris parce que j'avais anticipé le fait que je n'aurais pas de coussin dans la yourte. Mais c'est surtout que pour finir, il a fini dans mon pantalon. Je l'ai mis dans mon pantalon derrière mes fesses. J'avais tellement mal aux fesses le deuxième jour, je vous explique pas. Alors les Mongols se sont tous bien fendu la gueule quand ils m'ont vu avec mon cul énorme et puis mettre ce coussin dans mon pantalon. Vraiment, ils se sont bien marrés. Et puis bon, évidemment, j'ai rigolé avec eux parce que j'ai beaucoup d'autodérision. À la fin donc de ce trip à cheval, je retournerai donc à Ulaanbaatar avec les Mongols qui m'avaient accueilli au tout début. Et là, ce sera de nouveau une sacrée expérience puisqu'on fera un grill mongol. Donc il faut savoir un truc, c'est en gros, ils prennent la viande du mouton, ils la mettent dans un chaudron qui chauffe à vif. Vraiment, le chaudron est chauffé par un feu, donc un feu normal, hein, pas à gaz, rien du tout, vraiment avec des bûches et tout ça. Ils mettent ça dans leur yourte et ils vont faire chauffer l'eau à fond, ils mettent les morceaux de viande dedans et après ils mettent chauffer sur un autre feu des pierres rondes, un petit peu comme des gros galets, on pourrait assimiler ça même si c'était pas des galets. Ils les chauffent aussi à fond et après ils prennent une pince et ils mettent ça par-dessus la viande et par-dessus différentes feuilles de chou qu'il y a dans cette marmite tout simplement. Et ensuite après on sort tout le truc et c'est ça qu'on appelle le grill mongol. Et là je vais pas vous cacher que c'était le meilleur repas de tout mon voyage. Sur le chemin du retour pour aller à Ulaanbaatar, on s'arrêtera à la cité mythique et légendaire de Karakorum, qui était à son époque le centre de l'empire mongol et la capitale de cette dernière. Il y avait toutes les richesses du monde qui passaient par là. Faut vous imaginer à quel point, pour un féru d'histoire comme moi, c'est une dinguerie d'être sur un lieu pareil. Ensuite, je retournerai à Ulaanbaatar et puis là, j'irai encore voir la statue de Gengis Khan. Donc, je crois qu'elle a le record du monde de la plus grande statue en bronze ou un truc comme ça. C'est vraiment immense. Il y a aussi la plus grande botte du monde dans ce musée-là. Donc, c'était ce petit fun fact, hein. Donc, ouais, vraiment une botte, la botte que vous mettez en hiver, quoi. Voilà. Donc, sauf que là, c'est des bottes mongoles. Donc, allez voir sur internet à quoi ça ressemble. Vous tapez bottes mongoles, vous verrez, c'est des petits rebords. Enfin, l'avant remonte de la botte. Donc voilà. Après, si vous écoutez, c'est difficile de vous expliquer et même de vous montrer comme ça ici sur YouTube pour ceux qui écoutent sur YouTube. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce voyage, on arrive déjà à la fin de cette expédition mongolienne qui était au milieu des steppes à cheval. Je me suis bien évidemment dépassé pendant ce voyage parce que c'est vrai que le cheval c'était pas quelque chose que j'affectionnais particulièrement il y a encore quelques années en arrière. Et puis je me suis dit mais mec, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de devenir meilleur dans des domaines où je ne suis absolument pas bon. Et je dis pas qu'aujourd'hui je suis bon à cheval, je dis juste qu'aujourd'hui si vous me lâchez tout seul et que je trouve un cheval, j'arriverai à me déplacer par mes propres moyens, j'ai les bases à cheval. Puis pour moi, ça a pas de prix de gagner en expérience. Vraiment, c'est comme dans un jeu vidéo, je gagne en XP à chaque fois que je fais ces expéditions. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand tu m'écoutes. Moi, je te dis, c'est ciao.